Un matin d'été 1997, une petite fille a disparu lors d'un séjour de camping familial dans les Rocheuses. Les autorités ont conclu à un tragique accident, l'affaire a été classée et les recherches abandonnées. Mais sa mère n'a jamais cessé ses recherches. 18 mois plus tard, un murmure rauque provenant d'un lit d'hôpital rompit le silence et réveilla un cauchemar enfoui. Elena Mendoza se réveilla en sursaut, haletante, la sueur froide perlant sur sa nuque. Dans un rêve ou peut-être un faux souvenir où elle entendit la voix de sa fille appeler « Maman », un murmure aussi ténu qu'un brouillard, mais aussi tranchant qu'un couteau. Elle ne savait plus si elle l'avait vraiment entendu ou si c'était simplement le résultat de ces interminables nuits blanches, mais chaque fois que cet appel revenait, il portait quelque chose qui ressemblait à un message. La neige recouvrait les toits, des rafales de vent raclaient les vitres de la chambre comme les griffes d'une bête enragée. Dans l'obscurité, la pièce se refroidissait, non pas à cause du temps, mais à cause de l'absence d'un être cher. Elena se leva des épaisses couvertures, ses pieds touchèrent le parquet glacé, rappel brutal qu'elle était toujours en vie et toujours en souffrance. Elle se dirigea vers la porte en bois blanc au bout du couloir, celle de la chambre de Sofia. La poignée en laiton était froide au toucher. Elena l'ouvrit avec autant de douceur que si elle avait eu peur de réveiller un fantôme. Tout était comme le jour où Ricardo avait emmené Sofia camper. Elle se tenait au milieu de la pièce, sans rien faire, respirant simplement, sentant le vide grandir dans sa poitrine comme un trou noir. J'avais essayé de tout garder, j'avais essayé de fermer cette porte pour toujours, mais ensuite je l'ouvrais à nouveau et je la regardais à nouveau, comme une punition auto-imposée ou un rituel de souvenir. Puis elle entra dans l'ancien atelier de Ricardo, un endroit où elle n'avait pas osé entrer depuis longtemps, de peur qu'en voyant les objets qu'elle avait laissés derrière elle, le mari avec qui elle partageait un oreiller ne puisse le supporter. C'était une petite pièce, avec des étagères qui montaient jusqu'au plafond, un vieux bureau en chêne et un tiroir fermé à clé. Elle se souvenait encore du code, la date de son mariage, le 11 mai. Le « clic » sonna sec et creux, comme un signe que quelque chose n'était pas encore terminé. À l'intérieur du tiroir, entre les documents de construction et les factures immobilières, se trouvait une carte dessinée à la main. Ce n'était pas une carte touristique ordinaire, mais un croquis que Ricardo avait lui-même réalisé, des sentiers, des repères d'altitude et 3 points rouges marqués au stylo bleu. Dans le coin inférieur droit, une ligne était écrite, option 2, éviter les itinéraires touristiques. Elena fronça les sourcils. Elle se souvenait que Ricardo avait dit que son itinéraire passerait par l'est du parc national, où se trouvaient des sentiers touristiques, des postes de garde forestiers et même du réseau de téléphonie mobile. Mais les 3 points rouges se trouvaient à l'ouest, en bordure d'une zone reculée réputée pour abriter des camps de bûcherons illégaux. Pourquoi Ricardo aurait-il choisi cette route? Il continua ses recherches. Dans une petite boîte au fond du tiroir, il trouva un carnet en cuir fin et souple, du genre de ceux qu'utilisait Ricardo pour prendre des notes lorsqu'il était sur des chantiers lointains. En ouvrant la première page, il découvrit son écriture familière. Jour 2. Carlos se comporte bizarrement, il regarde autour de lui comme si quelqu'un l'observait. Elena feuilleta les pages, le cœur battant. Vers la fin, l'écriture commença à trembler légèrement, comme si l'auteur était inquiet ou pressé. J'entends quelque chose à l'extérieur de la tente. Je l'ouvre, je vois Carlos debout dehors, regardant vers les bois. Je lui demande, il répond, c'est juste un rêve, mais je vois des phares et quelqu'un qui emmène Sofia. Carlos dit que je rêve. Elena ne pouvait plus continuer à lire. Ses mains tremblaient, son esprit tournait. Les émotions s'écrasaient contre sa poitrine comme une vague géante. Ricardo avait vu quelque chose, il savait que quelque chose clochait, il avait essayé de l'écrire, de la prévenir. Mais pendant tout ce temps, elle était restée complètement inconsciente. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Elena était assise, écoutant sa respiration se mêler au tic-tac de l'horloge murale, qui avançait lentement depuis l'année précédente. Elle avait l'impression d'être ramenée à cette nuit-là, mais cette fois, ce n'était pas un cauchemar, c'était un souvenir emprunté à son mari disparu. Elena essuya ses larmes, souleva le carnet et parcourut les pages, comme si elle voulait immortaliser chaque trait d'encre sur sa peau.
Trop tard pour sauver son mari, mais peut-être pas trop tard pour sauver sa fille. Elle savait par où commencer. L'hôpital de réadaptation de Mexico se dressait sur une pente douce, adossé à une crête de pin, avec un parking enneigé devant. Rien ici ne laissait présager la vie, seulement l'odeur de l'antiseptique, les pas silencieux des infirmières et le doux bourdonnement des respirateurs la nuit. Un lieu pour des corps pas tout à fait morts, mais incapables de retrouver une vie normale. Elena arriva à l'improviste. Elle portait un sac vert mousse dissimulant un vieil enregistreur Sony que Ricardo utilisait pour enregistrer ses idées de travail. De l'extérieur, elle ressemblait à une ex-femme encore tourmentée, mais intérieurement, elle prenait le pouls de ses souvenirs, cherchant la première fissure dans un mur scellé par le mensonge. Ils l'ont emmenée dans la chambre 213A. Carlos gisait là, une version décolorée de lui-même, la barbe hirsute, les yeux fixés au plafond, une longue cicatrice derrière l'oreille gauche, là où une craniotomie avait été pratiquée après l'accident. Le médecin a déclaré qu'il était partiellement conscient, mais que ses fonctions cognitives n'étaient pas complètement rétablies. Autrement dit, il ne pouvait pas témoigner, ni être jugé, ni être contre-interrogé. Elena tira une chaise et déposa son sac à ses pieds. Elle ne dit rien. Carlos respirait régulièrement, sa bouche était légèrement entr'ouverte et ses yeux clignaient lentement. Parfois, ses paupières frémissaient, comme s'il rêvait. Elena restait immobile, chaque heure passait comme une épreuve de patience. Elle observait chaque mouvement, chaque contraction musculaire, chaque murmure inintelligible. Alors que l'horloge sonnait l'après-midi, Carlos commença à marmonner, pas fort ni de manière cohérente, mais avec un rythme faible. « Tu es jolie, comme une poupée japonaise, comme dans les vieux films. Ce n'est pas difficile à vendre, ce n'est pas ma faute. Ricardo le sait. » Elena se pencha et alluma l'enregistreur. Le bruit familier bourdonnait dans son sac, si faible qu'elle seule pouvait l'entendre. Elle fit semblant de lire un magazine tandis que Carlos sombrait dans le délire, des mots répétés, entrecoupés de gémissements, comme un malade du paludisme. Je l'ai poussé, il a roulé, du sang, il ne se réveillera plus, c'est fini, vide, vide. Elena quitta l'hôpital au crépuscule, alors que le soleil disparaissait derrière les montagnes. La neige avait recommencé à tomber, mais le ciel était teinté d'un étrange violet foncé, comme une vieille blessure non cicatrisée. De retour dans son petit appartement, il se prépara une tasse de café noir sans sucre. Auparavant, il n'en buvait pas le soir, mais depuis la disparition de Sofia, dormir était un luxe, et la caféine était devenue sa compagne. Il ouvrit le magnétophone, le rembobina et appuya sur « play », écoutant dans l'obscurité d'abord le bruit parasite, puis la respiration et le léger grattement contre le mur. Cadre de lit. Puis cette voix, une voix familière, mais qui semblait maintenant déformée de l'intérieur. Elle dit « Tu es aussi jolie qu'une poupée japonaise ». Elena s'arrêta, rembobina, écouta à nouveau. La voix de Carlos ne tremblait pas, n'hésitait pas aussi souvent qu'elle aurait dû l'être pour quelqu'un qui délire. Parfois, ses paroles étaient étrangement cohérentes. Ricardo le savait, il me dit, ne t'en mêle pas, mais j'avais besoin d'argent. Ils ont dit qu'ils ne prendraient que la fille, tu comprends? Je leur ai juste donné leur chance. Elena serra le poing, la paume moite de sueur. Ce n'était plus un sentiment vague, c'était une confession, un petit morceau de vérité jaillissant d'un lieu inaccessible à la justice. Le lendemain matin, vêtue de son manteau marron foncé et de son écharpe, Elena se gara devant le commissariat. Le vent sifflait à travers les vitres. Elle resta assise là, comme tant de fois, non par peur, mais parce qu'elle savait qu'elle avait des preuves entre les mains, pas assez pour condamner ou faire éclater toute la vérité, mais au moins assez pour inciter la police à rouvrir l'enquête. Mais tout ce qu'il a reçu, c'est un seau d'eau froide jeté directement sur son visage. Madame Mendoza, nous avons fait tout ce que nous pouvions. Aucun signe d'acte criminel. L'affaire est classée. Je comprends ta douleur, mais... Elena ne répondit pas. Elle fixa simplement le policier devant elle, ses yeux non plus humides, mais profondément froids et silencieux. Alors je serai franc. Si vous ne rouvrez pas l'affaire, je le ferai.
Je n'ai pas besoin d'armes, je n'ai pas besoin d'autorité, j'ai juste besoin de la vérité, et je la trouverai avec ou sans vous. Elena lui tourna le dos, laissant derrière elle une pièce étouffante où le long silence venait d'être rompu. Lentement, elle ouvrit son ordinateur portable et tapa un nom gravé dans sa mémoire depuis plus d'un an, Raoul Moral, journaliste indépendant spécialisé dans la criminalité transfrontalière. Elena l'avait entendu à la radio locale lors d'une discussion sur les disparitions d'enfants près de Ciudad Juárez. Il parlait franchement, voire grossièrement, mais sa voix exprimait la colère de quelqu'un qui avait été témoin de véritables victimes. Elle trouva son email, puis hésita, écrivant quelque chose qui le ferait se sentir concerné sans lui faire croire qu'elle était une mère folle, si désespérée qu'elle imaginait tout. Elle commença à écrire. « Cher Monsieur Moral. Je suis la mère d'une petite fille disparue l'année dernière près des Rocheuses. Elle s'appelle Sofia Mendoza. L'affaire a été classée comme accidentelle, mais je ne pense pas que ce soit si simple. J'ai l'enregistrement d'un témoin, mon beau-frère, le survivant de l'accident. Pendant son délire à l'hôpital, il évoque la vente de la fille, affirmant que son frère, mon mari, était au courant, mais qu'il avait été poussé. Je ne pense pas que ce soit juste du délire. J'ai besoin de quelqu'un qui ose écouter et qui n'ait pas peur. Si vous voulez en savoir plus, j'ai l'enregistrement. » Elena l'envoya avant qu'elle ne puisse changer d'avis. Immédiatement après, elle éteignit les lumières, assise seule dans le noir, la main serrée sur le magnétophone comme si c'était la dernière preuve qu'elle possédait. La cassette ronronnait encore dans sa tête, les mots brisés, les morceaux qui ne s'emboîtaient pas. Ricardo ne se réveille plus jamais. Il le fallait, ils avaient promis que ça ne lui ferait pas mal. Dès l'envoi du courriel, elle savait qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Elena Mendoza, comptable, mère, veuve, s'était engagée dans un labyrinthe dont elle ignorait le chemin, mais elle savait une chose, si la vérité était enfouie dans les murmures d'un mort, elle serait celle qui la traduirait au monde. Et cette fois, elle ne laisserait plus personne dire « l'affaire est classée ». Ciudad Juárez était une ville située entre le désert et la frontière, où la lumière du soleil perçait la poussière dorée pour tout vernir, des enseignes défraîchies, des magasins d'appareils photo aux affiches, recherchés, en lambeaux placardés aux vitrines des commissariats de police. C'était comme une zone tampon entre deux mondes, suffisamment américain pour être familier, mais suffisamment sauvage pour que tout disparaisse sans laisser de traces. Elena Mendoza est arrivée par un après-midi sec de février dans une voiture de location couleur argent. Elle avait conduit 8 heures d'affilée depuis Mexico, ne s'arrêtant que pour faire le plein. Sur le siège passager se trouvait une sacoche en cuir marron contenant l'enregistreur, un exemplaire du journal de Ricardo et une carte des enfants disparus qu'elle avait imprimée à partir de sites web caritatifs. Elle n'était pas là pour être réconfortée, elle était là pour écouter quelqu'un qui osait regarder la vérité en face. Et Raoul Moral ne l'a pas déçu. Il ouvrit la porte de son appartement du 2e étage avec une expression prudente. Il avait la quarantaine, était grand et mince, avec des cheveux grisonnants et une barbe de 3 jours qui lui donnait plus l'air d'un explorateur fatigué que d'un journaliste. La pièce où il conduisit Elena était exiguë, les murs couverts de cartes, de schémas de lignes de bus et de dizaines de photos Polaroid épinglées au hasard. Chaque photo représentait le visage d'un enfant sous le mot « disparu » en rouge. Raoul posa une tasse de café sur la table, le bruit de la tasse touchant le bois résonna doucement dans la pièce, inconfortablement silencieuse. Elena était assise en face de lui, son manteau gris encore intact, les mains jointes comme si seule cela pouvait la calmer. Sur la table se trouvait la cassette, la vieille cassette qu'Elena avait enregistrée des délires de Carlos. Ils avaient entendu ce passage 3 fois, à chaque fois, Elena sentait sa poitrine se serrer. Raoul se renversa en arrière et soupira. Je ne sais pas trop, mais la façon dont il dit « Tu es jolie comme une poupée japonaise », puis mentionne Ricardo. J'ai dû me débarrasser de lui. Ce n'est pas une bêtise. Il croit se souvenir, peut-être, ou peut-être que son subconscient fait remonter quelque chose qu'il essaie d'enfouir. Alors, qu'est-ce que tu as entre les mains, demanda Raoul d'une voix prudente. J'ai besoin de tout savoir, pas de sentiments, mais de quelque chose auquel je puisse m'accrocher.
Elena ouvrit son sac et posa un petit enregistreur sur la table, un vieux modèle en plastique noir rayé. À côté se trouvait un épais carnet usé, la tranche déchirée, et une vieille photocopie d'une page manuscrite. « C'est le journal de mon mari, » dit-elle, ses doigts posés délicatement sur le papier. À la dernière page, il écrit « Carlos a un comportement étrange. Je parlerai à mon retour. » Raoul lut rapidement, ses yeux se plissèrent. Elena hocha la tête. Je l'ai enregistré en cachette quand je suis allé à l'hôpital. Carlos délirait, mais il a clairement prononcé des mots comme « poupée », et Ricardo savait, il fallait qu'il se débarrasse de lui. Raoul resta immobile, ne prit pas de notes, regarda simplement Elena pendant un moment, comme s'il ne pesait pas ce qu'elle disait, mais comment elle le disait. « Tu as autre chose ? » « Juste une intuition, » répondit Elena en respirant doucement dans le silence de trop de gens. Raoul resta silencieux un moment, puis rapprocha sa chaise, ouvrit un tiroir et en sortit une carte murale soigneusement pliée. « Je ne suis pas sûr pour Carlos, mais je le croirai et nous enquêterons dans cette direction. » Il ouvrit la carte, une carte du sud-ouest du Mexique remplie de minuscules points rouges à l'encre. « Je n'avais pas besoin de le dire, » dit Elena. « Chaque point est une disparition, n'est-ce pas ? » Raoul hocha la tête. Ces 8 dernières années, des enfants, principalement des filles ou du même âge que votre fille. Elle désigna un endroit près d'Hermosillo, en juillet dernier, une semaine avant la disparition de sa fille, une fillette avec une bouteille d'eau rose ornée de dauphins. Elena marqua une pause, Raoul la regarda, puis dit lentement. Si Carlos était impliqué, il n'aurait pas pu le faire seul. J'ai besoin de savoir exactement où il était, qui il a rencontré et combien de temps après l'accident. Elena réfléchit un instant. Ils m'ont ramené à Mexico, à l'hôpital central. Je peux retrouver le nom de l'infirmière qui l'a soigné. Raoul se redressa. Bien. Trouvez cette personne, je vérifierai les caméras à la gare routière d'Hermosillo. Si quelqu'un y a déjà emmené un enfant. Leurs regards se croisèrent. Pour la première fois depuis son entrée dans la pièce, Elena perçut clairement non pas de la pitié, mais de l'engagement. Tôt lundi matin, Elena frappa à la porte du bureau administratif de l'hôpital central. Raoul se tenait à côté d'elle, son café déjà froid à la main, les yeux cernés par une 3e nuit blanche. La femme qui ouvrit la porte était une femme âgée, les cheveux gris soigneusement coiffés, ses lunettes suspendues à une chaîne autour du cou. Elle regarda Elena un instant, puis dit doucement. Mendoza. Je me souviens d'elle. Elle venait ici pour demander des nouvelles de Carlos Mendoza cette année-là, n'est-ce pas? Elena hocha la tête. Alors que Tommy tentait d'avancer dans l'étroit passage, quelque chose bougea dans la formation rocheuse au-dessus de lui. Il entendit un grincement, comme celui de pierres massives se heurtant les unes aux autres. Avant qu'il puisse réagir, un gros morceau de calcaire se détacha du plafond et s'écrasa. La pierre était trop grosse pour l'écraser complètement, mais elle était parfaitement positionnée pour le clouer sur place. Le rocher se coinça entre les parois de l'étroit passage, coinçant le cou et l'épaule de Tommy contre le sol de pierre. Il ne pouvait ni avancer ni reculer. Jake entendit le fracas et le cri de douleur de Tommy. Il se retourna aussitôt et tenta de rejoindre son ami, mais la pierre tombait bloquait complètement le passage. Jake n'avait aucun moyen de retourner là où Tommy était coincé. Michael vit ce qui s'était passé de l'autre côté. Il voyait les jambes de Tommy dépasser dessous le rocher, mais il ne pouvait pas l'atteindre non plus. Les 3 amis étaient maintenant séparés par des tonnes de roches, Tommy étant coincé au milieu. Tommy était conscient, mais souffrait terriblement. Le rocher lui pressait le cou et l'épaule, rendant sa respiration difficile. Il pouvait bouger légèrement les bras et les jambes, mais toute tentative de se libérer ne faisait qu'aggraver la douleur. Il appela ses amis, sa voix résonnant étrangement dans l'espace confiné. Jake essaya de contourner le blocage, mais l'étroit passage était le seul chemin entre les 2 sections du tunnel. Il chercha frénétiquement avec sa lampe frontale, cherchant la moindre fissure ou ouverture qui lui permettrait d'atteindre Tommy. Michael s'approcha du rocher par le côté,
cherchant un moyen de le déplacer ou de créer un espace pour que Tommy puisse s'échapper, mais le rocher était massif et il pesait probablement plusieurs centaines de kilos. Il faudrait un équipement spécial et plusieurs personnes pour déplacer un objet aussi lourd. Pendant 20 minutes, Jake et Michael s'efforcèrent désespérément de libérer leur ami. Ils tentèrent d'utiliser des pierres comme levier, tentant de déplacer le rocher de quelques centimètres. Ils cherchèrent d'autres chemins à travers le réseau de grottes, mais en vain. La voix de Tommy faiblissait, la pression sur son cou l'empêchait de respirer normalement. Il raconta à ses amis qu'il avait des vertiges et que sa vision commençait à se brouiller. C'est alors que Jake prit une décision qui le hantera toute sa vie. Il dit à Tommy de rester calme et de conserver ses forces. Michael et lui remonteraient à la surface chercher de l'aide. Ils apporteraient du matériel de sauvetage et des spéléologues expérimentés capables de déplacer le rocher en toute sécurité. Michael voulait rester avec Tommy, mais Jake le convainquit qu'il devait rester groupé. Le réseau de grottes était complexe, et il serait facile pour une personne seule de se perdre en essayant de trouver l'entrée. Leur seule chance de sauver Tommy était de remonter à la surface au plus vite et de faire appel à des professionnels. Tommy les supplia de ne pas le laisser seul dans l'obscurité, mais Jake promit qu'il reviendrait avec de l'aide dans quelques heures. Il laissa sa lampe torche et ses piles de rechange à un endroit où Tommy pourrait les atteindre. Michael laissa également de la nourriture et de l'eau. La dernière chose que Tommy entendit fut le bruit des pas de ses amis s'éloignant dans les tunnels, le laissant seul et piégé dans l'obscurité de la terre. Jake et Michael ont atteint la surface, près de 4 heures après être entrés dans la grotte. Les deux garçons étaient épuisés, sales et terrifiés par l'état de leur ami. Ils ont pris leur vélo et se sont rendus directement au siège du parc national de Mammoth Cave, où ils ont trouvé un gardien de nuit. Au début, le garde n'a pas cru à leur histoire. 3 adolescents explorant des sections fermées du réseau de grottes semblaient impossibles. L'entrée secrète qu'ils décrivaient n'était pas censée être accessible au public. Mais lorsque Jake et Michael lui ont montré le ruban adhésif orange encore collé à leurs vêtements et les cartes détaillées que Michael avait dessinées, il a compris qu'il disait vrai. Le garde a immédiatement appelé les secours du parc. En 30 minutes, 4 spécialistes expérimentés du sauvetage en grotte étaient rassemblés avec le matériel adéquat, vérins hydrauliques, outils de déplacement de roches, système d'éclairage portable et fournitures médicales. Mais un problème se posait. Jake et Michael ne se souvenaient plus exactement comment regagner l'endroit où Tommy était coincé. Dans leur panique, ils avaient pris plusieurs mauvais chemins et n'avaient pas prêté attention aux balises oranges de Tommy. Le réseau de grottes comportait des dizaines de tunnels interconnectés, et sans itinéraire clair, l'équipe de secours pouvait passer des jours à chercher le bon emplacement. Les garçons menèrent l'équipe de secours jusqu'à l'entrée secrète, mais une fois sous terre, leur mémoire devint floue. Tous les tunnels se ressemblaient à la lumière artificielle. La salle aux stalactites et aux stalagmites aurait pu être l'une des nombreuses formations similaires. Pendant 6 heures, l'équipe de secours fouilla le réseau de grottes, suivant de fausses pistes et des tunnels sans issue. Ils appelèrent Tommy sans cesse, guettant la moindre réponse susceptible de les guider jusqu'à lui, mais le réseau de grottes absorbait les sons de manière étrange, produisant des échos et déformant les voix jusqu'à ce qu'il soit impossible de déterminer leur provenance. Le 28 octobre, les recherches furent temporairement suspendues. L'équipe de secours devait se reposer et se réorganiser. Elle avait parcouru moins de la moitié des combinaisons de tunnels possibles, et Tommy était resté coincé pendant près de 12 heures. Jake et Michael furent emmenés au commissariat local, où ils furent interrogés sur leur exploration non autorisée de la grotte. Les deux garçons étaient épuisés et traumatisés. Ils fournirent autant de détails qu'ils pouvaient se souvenir, mais leur description du parcours devint de plus en plus confuse au fil des heures. Leurs parents arrivèrent au commissariat au petit matin. Madame Morrison s'effondra en apprenant que son petit-fils était coincé sous terre. Le père de Jake était furieux du comportement imprudent des garçons, mais sa colère se transforma en inquiétude lorsqu'il réalisa la gravité de la situation. Les parents de Michael étaient calmes, mais dévastés. Ils avaient déménagé dans le Kentucky pour offrir à leur fils une vie plus sûre et plus tranquille que celle qu'il avait connue en Californie, leur pire crainte se concrétisait alors de la manière la plus inattendue.
Les recherches ont repris à l'aube du 28 octobre avec des secours supplémentaires venus de 3 comtés environnants. Mais Mammoth Cave était vaste et complexe, de nouveaux tunnels étant régulièrement découverts. Retrouver un adolescent piégé dans un système aussi gigantesque nécessiterait soit une chance incroyable, soit des informations beaucoup plus précises sur sa localisation exacte. À mesure que les heures se transformaient en jours, l'espoir de survie de Tommy commençait à s'amenuiser. Les recherches pour retrouver Tommy Morrison devinrent la plus grande opération de sauvetage spéléologique de l'histoire du Kentucky. Plus de 40 spéléologues professionnels se joignirent à l'opération, ainsi que des dizaines de bénévoles des communautés locales. L'histoire fit la une des journaux de tout l'État, attirant l'attention sur les dangers de l'exploration spéléologique non supervisée. Jake et Michael passèrent 3 jours sous terre avec diverses équipes de secours, tentant de retracer leurs pas et de localiser le passage où Tommy était coincé. Mais le réseau de grottes semblait différent. Les tunnels qu'ils se souvenaient larges et faciles à parcourir semblaient désormais étroits et dangereux. Les chambres qu'ils avaient rapidement découvertes lors de leur première exploration restaient cachées malgré des heures de recherche minutieuses. Le 3e jour des recherches, une équipe crut entendre de faibles bruits de tapotement provenant des profondeurs de la grotte. Ils suivirent les sons pendant plus de 2 heures, appelant Tommy par son nom et guettant ses réponses, mais les tapotements cessèrent brusquement et ils n'en trouvèrent jamais la source. Une autre équipe découvrit du ruban de géomètre orange neuf, attaché à des formations rocheuses dans une section de la grotte que Jake et Michael ne se souvenaient pas avoir visitée. Le ruban était identique aux balises que Tommy utilisait, mais il se trouvait dans des tunnels qui ne correspondaient à aucune des descriptions de leur itinéraire. Des phénomènes étranges commencèrent à se produire au sein des équipes de recherche. L'équipement tombait en panne dans certaines zones de la grotte. Les lampes de poche baissaient ou tombaient en panne, même avec des piles neuves. Les appareils de communication radio captaient des parasites qui ressemblaient presque à des voix chuchotées. Plusieurs spéléologues expérimentés rapportèrent se sentir observés alors qu'ils travaillaient dans les tunnels les plus profonds. D'autres mentionnèrent avoir entendu des bruits de pas résonner dans des zones qu'ils avaient déjà fouillées minutieusement. Un chef d'équipe de secours, fort de 20 ans d'expérience en sauvetage spéléologique, demanda à être réaffecté aux opérations de surface après avoir passé une nuit sous terre, il n'expliqua jamais ce qui l'avait effrayé. Le 31 octobre, 4 jours après la disparition de Tommy, les recherches officielles furent réduites. Les experts en sauvetage spéléologique expliquèrent que la survie sans nourriture, eau et abri adéquat était improbable au-delà de 72 heures. Les températures souterraines d'octobre devaient être proches de 0, et Tommy ne portait que des vêtements légers. Jake et Michael revinrent. Elle resta assise là, silencieuse, les mains agrippées au siège jusqu'à en devenir blanches. Raoul posa doucement sa main sur la sienne, comme pour la rassurer, mais Elena savait qu'il était tout aussi en colère. Lorsqu'ils quittèrent le bâtiment du FBI, le soleil approchait de l'horizon. Elena s'arrêta, leva la main pour repousser ses cheveux en arrière, les yeux plissés. « Je sais qu'elle est vivante », a déclaré Raoul. « Je ne le sens pas. »« Je sais. » Raoul alluma une cigarette en regardant vers le vieil entrepôt. « Alors on trouvera un autre moyen. Ils ne sentiront pas éternellement. » Dans l'ombre du soir, Elena hocha la tête, son regard ne reflétait plus seulement la douleur, mais quelque chose de plus, la foi. Pour la première fois après une année passée sous les cendres, le paysage changea à la tombée de la nuit. À la limite sud de Sonora, il n'y avait plus la végétation luxuriante de Chihuahua ni les maisons pittoresques de Mexico, ici, il n'y avait que de la terre rougeâtre, des rochers déchiquetés et de l'herbe sèche, une désolation, comme si la nature elle-même conspirait pour tout faire disparaître si facilement. Au loin, la frontière apparaissait comme une couture tordue entre 2 morceaux de tissu, d'un côté le Mexique, de l'autre les États-Unis, et entre les deux, des choses indéchiffrables de part et d'autre. Raoul Moral conduisait, sur le siège passager, Elena serrait ses mains sur ses genoux, observant chaque changement sur la route poussiéreuse. Il se dirigeait vers Nogales, une ville frontalière que Raoul avait décrite comme un endroit où l'on parle à voix basse lorsqu'on s'apprête à faire quelque chose d'important. Aujourd'hui, c'est un de ces événements, dit Raoul tandis que la voiture s'engageait sur le vieux chemin menant à la zone industrielle abandonnée. Pas de la contrebande ordinaire, des marchandises vivantes.
Elena déglutit, bien qu'il l'ait clairement expliqué à maintes reprises, ces mots lui faisaient encore froid dans le dos. Il n'était pas seul. À l'arrière, une femme aux cheveux bruns courts, petite mais au regard perçant comme un cutter, les observait, Daniela Torres, une ancienne agente du FBI, l'une des premières à soupçonner un réseau de traite d'êtres humains à la frontière de l'Arizona. Elle avait été contrainte à un congé temporaire pour avoir enfreint les procédures d'enquête ou autrement dit, pour avoir osé aller trop loin et maintenant que ses limites protégeaient les criminels, Elena était reconnaissante que Daniela n'ait pas changé. J'ai compilé un certain nombre de plaques d'immatriculation suspectes liées aux disparitions, dit Daniela tandis que la voiture s'arrêtait à l'orée du bois. Elle sortit un dossier et le feuilleta rapidement. J'ai suivi 27 plaques en 2 ans, 9 d'entre elles sont apparues à plusieurs reprises près d'enfants disparus. Il a donné à Elena une photo reproduite d'un appareil photo de station-service datant de juillet dernier. C'est dans une petite ville près du parc national. Regardez, ça vous dit quelque chose? Elena baissa les yeux, la station-service, un vieux pick-up marron à la carrosserie couverte de boue, garé à côté de la pompe. La photo était floue, mais la plaque d'immatriculation de C1BD 93 lui fit mal au cœur. Cette voiture était souvent étrange par sa proximité avec la nôtre, murmura Elena. Je m'en souviens parce que Sofia m'a fait remarquer un jour qu'elle était aussi sale qu'un monstre de poussière. Daniela marqua une pause. Ce camion appartient à un certain Santiago Mejia, soupçonné de trafic d'êtres humains, mais jamais arrêté. On verra s'il réapparaît ce soir, acquiesça Raoul. L'entrepôt se trouvait à environ 5 km du centre-ville de Nogales, niché derrière une petite colline herbeuse. Il y avait 4 entrepôts, tous vides sur le papier, mais il voyait encore des voitures aller et venir à des heures indues. Ils s'arrêtèrent à une centaine de mètres, derrière un cactus mort. Jumelles à la main, ils retenaient leur souffle comme s'ils faisaient partie du sifflement du vent. L'horloge indiquait 22h11. Un petit pick-up blanc s'arrêta, phares éteints, un homme de petite taille, boitant légèrement, en sortit et ouvrit la porte de l'entrepôt numéro 3, puis fit signe de la main. Un conteneur de denrées périssables était bloqué. Le seul bruit était le crissement des pneus au freinage. Raoul prenait des photos sans interruption, Daniela enregistrait avec un micro directionnel. Elena ne détournait pas le regard. Au bout de 5 minutes, l'homme sortit et dit quelque chose au conducteur, mais personne ne l'entendit distinctement. Soudain, Elena fronça les sourcils, le vent changea de direction et elle perçut un son faible mais reconnaissable entre mille, des voix d'enfants. Il serra la main de Raoul. « Tu entends quelque chose ?» Raoul s'arrêta et pencha la tête. Puis tous trois entendirent un craquement de métal, suivi d'un halètement et, émergeant de la nuit, la voix d'une petite fille. Elena voulait courir, mais Daniela lui tenait fermement l'épaule et murmurait. « Non. Si tu pars, tout s'effondrera et nous ne la retrouverons jamais. » Elena baissa la tête et se couvrit le visage des mains. Elle ne savait pas si cette voix était celle de Sofia, mais ce ton et la façon inachevée dont elle prononçait les mots étaient reconnaissables par toutes les mères. Elle se mordit la lèvre, les larmes jaillirent, mais elle garda le silence. Dans l'obscurité, son cœur battait à tout rompre, non pas par peur, mais parce que, pour la première fois, Sofia n'était plus une simple image dans sa mémoire, mais un enfant vivant, respirant, qui l'appelait de l'autre côté d'une porte métallique froide. Ce n'est que vers minuit que le conteneur fut retiré. Daniela nota la plaque d'immatriculation, Raoul suivit la voiture dans un second véhicule. Elena fut emmenée en lieu sûr, le cœur partagé entre l'instinct maternel et la raison. Elle ne dormit pas, elle s'assit près de la fenêtre, la main dans la poche de son manteau, où elle gardait la petite bouteille d'eau en plastique rose qu'elle avait achetée pour aller avec celle de Sofia. Elle ferma les yeux, cet appel tremblant résonnait encore dans sa tête. Alors que la nuit de juin retombait, le paysage autour de l'entrepôt n'était plus un silence vigilant, mais un périmètre entouré de 3 SUV noirs banalisés, d'une ambulance à proximité et de personnes en gilet pare-balles se déplaçant comme des pions avant l'acte final. Elena se tenait derrière une barrière en plastique orange, entre la clôture mobile et les lumières jaunes qui éclairaient le mur de l'entrepôt numéro 3. Daniela se tenait à côté d'elle, non pas en uniforme, mais avec un écouteur collé à l'oreille, forçant chaque mot.
Plus loin, Raoul, perché sur le toit d'un SUV, un téléobjectif fixé à son appareil photo, faisait partie de l'équipe de presse autorisée par le FBI, sans toutefois fouler la ligne blanche marquée au sol. Équipe 2, s'approchant de la porte principale, 15 secondes, a annoncé le commandant à la radio. Elena sentait le temps s'écouler dans sa poitrine, chaque battement était une seconde plus long qu'un hiver entier. 10 secondes, dit Daniela en lui touchant la main. On est prêt à tout, même si la fille ne peut pas parler. Elle n'est pas vivante, interrompit Elena d'une voix rauque mais ferme. Bien sûr, répondit Daniela en serrant la main d'Elena, comme un soldat donnant du courage à un autre avant la bataille. 5 secondes, gronda la grande porte métallique, tremblant comme une bête. 3, 2, le métal craqua sous la pression, froid comme un éclair déchirant la nuit. 1, il s'ouvrit brusquement, expulsant de la fumée blanche et l'écho de pas précipités. Tout est clair, des cris provenaient de plusieurs directions. Elena ne détourna pas le regard. Puis une voix claire sortit du conteneur. Nous avons trouvé 4 enfants. Une fille répond, elle est blottie dans le coin gauche. Il y a des effets personnels. Elena retenait son souffle, la bouteille d'eau rose serrée dans sa main. En libérant son cœur, il faillit s'arrêter de battre. La minute qui suivit lui sembla une éternité. La porte arrière de l'ambulance s'ouvrit brusquement, un médecin en gants blancs en sortit. Le visage encore en sueur après avoir couru, il s'avança vers Daniela, dit brièvement quelque chose, puis regarda Elena, son regard s'adoucit, un léger sourire apparut sur sa bouche et il hocha la tête. Elena n'attendit pas, elle courut vers la porte de l'entrepôt, bloquée par 2 agents du FBI, mais Daniela leva la main. Tu as le droit d'y aller, c'est la tutrice légale. Elena traversa le gravier, le cœur battant. La porte du conteneur était toujours ouverte, des lampes torchées brillaient de toutes parts, rendant l'intérieur aussi pâle qu'un rêve. Une infirmière était penchée dans un coin, tirant doucement une petite fille de l'obscurité. La fillette tremblait, les cheveux en bataille, les jambes maigres et chancelantes, la main toujours serrée sur la bouteille d'eau rose cabossée. Lorsque la lumière l'éclaira, elle leva les yeux, et ses yeux, ce regard si reconnaissable. Elena tomba à genoux. Sofia expira comme une prière. La jeune fille se figea une seconde, comme si son âme avait besoin de quelques battements de cœur pour confirmer la réalité. Puis, de légers pas résonnèrent dans l'air étouffant, elle courut vers la femme, les bras ouverts. « Maman » s'écria-t-il, brisé. Ce n'était plus une voix, mais un souffle mêlé de larmes. « Maman, je n'aurais jamais osé rêver que tu étais encore en vie. » Elena serra sa fille si fort dans ses bras qu'elle craignit de lui faire mal, mais Sofia ne la lâcha pas. Elles s'étreignirent comme si, en se lâchant, le monde allait s'écrouler à nouveau. « Non, mon amour » s'étrangla Elena en l'embrassant sur la tête, les larmes mêlées de sueur. « Je serai toujours là, jusqu'à ce que je te retrouve. » Autour d'eux, les ambulanciers reculèrent lentement, certains inclinèrent la tête. Raoul se tenait non loin, l'appareil photo qu'il tenait à la main tomba sans capturer cet instant. Non pas pour des raisons professionnelles, mais parce que cet instant leur appartenait, un moment sacré qui ne devrait pas être capturé par des machines, mais gravé dans les cœurs. Quelques heures plus tard, Sofia subit un premier examen médical dans l'ambulance. Elle souffrait d'une légère dénutrition, de nombreux bleus aux mains et aux pieds, mais ne présentait aucun signe de blessure interne. Surtout, et par miracle, son esprit était intact, elle connaissait encore son nom, celui de sa mère. Une jeune infirmière dit à Elena, la voix pleine d'émotion. Quand je lui ai demandé qui elle voulait voir venir en premier, elle a juste murmuré, « Maman, juste maman. » Elena serra à nouveau sa fille dans ses bras, plus doucement cette fois. Ce n'était plus l'étreinte de la peur de la perte, mais celle du retour à l'aube. Une fois tout le monde dispersé et l'équipe du FBI partie, Elena et Sofia s'assirent ensemble dans l'ambulance vide. Dehors, les premières lueurs de l'aube perçaient après la plus longue nuit de leur vie. Sofia s'appuyait sur l'épaule de sa mère, la main toujours tendue sur la bouteille d'eau rose. « Tu as gardé ça tout ce temps ?» demanda Elena, souriant doucement à travers ses larmes. « Oui » répondit Sofia. « Parfois,
j'avais peur qu'on me l'enlève, je la tenais dans mes bras quand je dormais pour me souvenir de maman. Elena embrassa le front de sa fille, ses yeux brillants sous les premiers rayons du nouveau jour. Maintenant je suis là, et tu n'as plus besoin de me le rappeler, je serai ta nouvelle bouteille d'eau pour toujours. La salle d'audience numéro 4 du palais de justice du comté de Limay n'était pas grande, mais ce matin, il a fallu installer des chaises supplémentaires, remplissant la galerie de 2 rangées de sièges supplémentaires. Des journalistes de Denver, d'El Paso et même du Nouveau-Mexique étaient présents, stylos et magnétophones à portée de main, cachés dans leurs poches. Ils n'étaient pas venus uniquement pour une affaire de meurtre, mais parce que l'affaire qui semblait terminée depuis 2 ans était soudainement revenue comme un fantôme, exigeant qu'on leur dise la vérité. Dans le fauteuil des témoins, Elena Mendoza était assise bien droite, les mains légèrement posées sur ses genoux, le visage étrangement calme. Derrière elle, Sofia se tenait debout, accompagnée d'un avocat, elle avait été dispensée de témoigner pour des raisons de santé et de jeune âge, mais elle avait laissé une déclaration écrite, signée et certifiée. Une déclaration qui a laissé le public sans voix à la lecture du dernier passage. Je me souviens du bruit de la voiture, de l'oncle Carlos qui disait « Ne regarde pas », puis quelqu'un d'autre m'a soulevé. J'ai pleuré, mais personne ne s'est retourné. Carlos Mendoza était assis dans le box des accusés, les mains sur la table, les menottes brillantes toujours serrées sur ses poignets fins. Il portait une combinaison de prisonnier orange, le crâne mal rasé et les yeux enfoncés. À le regarder maintenant, il ressemblait davantage à un homme inoffensif qu'à la bête qui avait précipité son propre frère du haut d'une falaise, mais Elena savait que les monstres n'avaient pas besoin de crocs, ils savaient souvent dire. Je l'ai fait uniquement par peur. Le procès a débuté par l'acte d'accusation. La procureure du comté, Denise Kessler, a lu clairement chaque chef d'accusation, meurtre au premier degré, complot en vue de commettre un meurtre, trafic interétatique de mineurs, et altération d'une scène de crime tout en faisant obstruction à l'enquête fédérale. Du côté de l'accusé, l'avocat de la défense aux cheveux gris et à l'air abattu a fait valoir que Carlos avait subi un grave traumatisme crânien lors de l'accident de 1997, entraînant des troubles cognitifs, de la paranoïa et une perte de contrôle de ses actes. Mon client ne se souvient pas de ce qu'il a fait, a-t-il déclaré en s'adressant au jury, et s'il s'en souvient, il n'en comprend pas les conséquences. Ce n'est pas un crime commis de sang-froid, mais le résultat d'un traumatisme non guéri, tant physique que psychologique. Elena ne sourcilla pas. Elle savait que ses arguments viendraient, elle était préparée. Puis, chaque preuve fut présentée tour à tour. D'abord, l'enregistrement, la voix de Carlos, semi-conscient, répétant « On disait que tu étais belle comme une poupée. » Ricardo le sait. J'ai dû me débarrasser de lui. Puis, le journal de Ricardo, présenté comme des archives personnelles avant sa mort, la dernière page, avec des mots tremblants, j'ai vu des phares. Quelqu'un a enlevé Sofia. Carlos a dit, juste un rêve. Le silence régnait dans la salle d'audience. Puis vint le témoignage de Sofia, lu par le procureur, chaque phrase perçant, tel un scalpel, la carapace de la tromperie. Je me souviens que l'oncle Carlos n'a pas parlé pendant tout le trajet. Je me souviens qu'il quittait le magasin la nuit, et je me souviens m'être réveillé, j'étais dans une autre voiture avec des inconnus. L'oncle Carlos ne m'a pas sauvé, il m'a regardé et s'est détourné. Il me tuerait si je ne le faisais pas. Il disait que si je ne leur livrais pas la fille, il nous tuerait, Ricardo et moi. Ricardo savait tout, je n'avais pas le choix. Les jurés se sont regardés, non pas parce qu'ils pensaient qu'il était innocent, mais parce que ses aveux non contrôlés confirmaient le crime plus clairement que n'importe quel enregistrement. Le juge a frappé du marteau, décrétant une suspension d'audience de 15 minutes pour rétablir l'ordre. Elena resta assise, immobile. Elle ne se retourna pas, ne baissa pas la tête, ses yeux fixaient Carlos comme s'il transperçait sa chair grise, revoyant l'homme qui avait porté Sofia lorsqu'elle apprenait à marcher, qui lui avait offert une bouteille de vin pour leurs 10 ans de mariage. Puis elle comprit, tout cela n'était que des masques. À son retour, le jury a rendu son verdict en moins d'une heure, coupable de tous les chefs d'accusation, les plus graves étant le meurtre au premier degré et le trafic de mineurs.
La peine, réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Elena expira. Elle ne sourit pas, elle ne pleura pas. Daniela, assise à côté d'elle, lui serra légèrement l'épaule. Tu as gagné, murmura Daniela. Elena secoua la tête, ses yeux fixés sur le plafond de la salle d'audience. Non, dit-il doucement, je n'ai pas besoin de gagner, j'ai juste besoin que la vérité soit entendue. À la fin du procès, la presse s'est déversée comme une nuée d'oiseaux. Les flashs ont fusé, les questions ont fusé, comment vous sentez-vous? Pardonnerez-vous à Carlos? Écrirez-vous un livre sur cette affaire? Elena s'est avancée lentement dans la foule. Elle n'a pas répondu, mais à la 13e marche, juste au moment où elle franchissait le seuil de pierre du palais de justice, elle a levé la tête, non pas pour poser, mais pour respirer le ciel. Ce jour-là, le ciel était d'un bleu éclatant, un an après que la porte du conteneur eût été arrachée et que la première lumière eût éclairé le visage de la petite Sofia. Le ciel, une fois de plus, était d'une clarté cristalline, pas un seul nuage, pas une seule trace grise. Un vent léger balayait les pins centenaires, faisant voler les rubans blancs noués le long du chemin de terre menant au mémorial nouvellement érigé. Il y avait la forêt bordant le parc national des Rocheuses, où Ricardo Mendoza avait été précipité d'une falaise et où la petite fille s'était évanouie dans un silence désespéré. Mais ce silence avait désormais un nom, une voix et une bougie sur la plaque de bronze nouvellement érigée. De petits mots y étaient soigneusement gravés à la mémoire des enfants qui ne sont jamais revenus et de ceux qui n'ont jamais cessé de les chercher. Elena se tenait devant la foule. À la main, elle tenait un morceau de papier, un discours qu'elle avait réécrit 10 fois, mais qu'elle avait oublié dans son sac ce matin-là. Elle n'avait pas besoin de mots parfaits, elle avait juste besoin de dire la vérité. Tout a commencé avec un nom, l'espoir du chemin. Une semaine après la fin du procès, Elena est retournée à Denver et a obtenu une licence d'association à but non lucratif. L'objectif, soutenir les parents d'enfants disparus dans la nature, en particulier ceux qui n'avaient pas retenu l'attention des médias. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent, quelques milliers de dollars de donateurs anonymes, quelques articles sollicitant des dons et des lettres manuscrites envoyées par des mères éloignées. Vous ne me connaissez pas, disait une lettre, mais moi aussi, j'avais l'habitude de rester éveillé de nombreuses nuits en imaginant ma fille tenue par quelqu'un, qu'on lui demandait son nom, qu'on lui rappelait qui elle était. Elena lut chaque mot, le plia et le plaça dans une boîte en fer blanc. Elle l'appela la boîte d'appel, un endroit où étaient entreposées les âmes qui n'avaient pas été mentionnées une seconde fois. Raoul Moral fut le premier à rejoindre l'organisation en tant que conseiller média. Il avait passé 4 mois à rédiger une longue série d'articles d'investigation intitulée simplement « Ce que nous n'écoutons pas ». Cette série détaillait non seulement les réseaux de traite d'êtres humains, mais révélait aussi l'apathie et l'inertie du système, des fonctionnaires de l'État feignant de ne pas voir les dossiers mal gérés, des postes de garde forestiers ignorant les panneaux de danger faute de personnel. Un chef de police du Nouveau-Mexique démissionna immédiatement après la publication du 3e article. 2 sénateurs de l'État s'exprimèrent, promettant d'augmenter le financement des centres régionaux de recherche. Des personnes disparues. Mais le moment le plus poignant ne s'est peut-être pas produit dans les couloirs de la politique, mais un après-midi où Elena a ouvert la porte de son petit bureau et qu'une femme d'une 40aine d'années est entrée, tenant une photo floue, dont le bord était déchiré à un coin. « Voici Lily », dit la femme. Elle a disparu à l'âge de 9 ans, à Prescott, en 1991. Elena ne demanda pas pourquoi elle était venue, ni n'eut besoin de s'expliquer. La photo et le regard, comme le sien un an plus tôt, en disaient long. Cette petite pièce, où Elena conservait autrefois cartes et relevés, était devenue un lieu de rencontre silencieux pour ceux qui restaient, afin qu'ils puissent créer ensemble un nouveau départ. La cérémonie commémorative a eu lieu en juin, exactement 2 ans après le voyage fatidique de la famille Mendoza. Des centaines de personnes sont venues, certaines venues de très loin, New York, le Nevada, El Paso. Certaines n'avaient jamais rencontré Elena, mais elles avaient apporté des dessins, une vieille chemise et quelques cartes d'anniversaire non postées. Les participants ont érigé une sculpture en séquoia sculpté, représentant 3 enfants se tenant la main, sans visage, sans nom, sans date. Parce que, comme l'a dit Elena,
sans nom, parce qu'il pourrait être n'importe qui. Lorsque la cérémonie commémorative commença, Raoul fut le premier à prendre la parole, suivi de Daniela, officiellement réintégrée au FBI et affectée à l'unité des personnes disparues dans les montagnes. Finalement, Elena s'avança. Elle ne lut pas le discours, elle prit simplement la main de Sofia et dit doucement. Il était une fois une fille qui fut emmenée dans la nuit, pensant que personne ne se souvenait d'elle. Mais elle avait tort. Sa voix tremblait légèrement. Et si ma fille avait tort, ses enfants pourraient avoir tort aussi. Ce que nous faisons aujourd'hui ne peut effacer le passé, mais cela peut être une lumière pour quelqu'un qui sombre dans les ténèbres. Elena baissa la tête. Personne n'applaudit, mais tous acquiescèrent. Alors que le crépuscule tombait sur la forêt, des bougies furent distribuées à chacun. Tous marchèrent en silence vers la sculpture. Les enfants passèrent en premier, les adultes ensuite. Sofia marchait lentement, tenant la bouteille d'eau rose, maintenant munie d'un nouveau bouchon. Au pied de la sculpture, elle déposa la bougie. Ses lèvres étaient serrées. Puis elle murmura aux personnes ne l'entendit distinctement mais Elena savait que sa fille criait les noms des petits amis qui n'étaient jamais revenus. À la lueur vacillante des bougies reflétées sur le visage de sa fille, Elena releva la tête. Le ciel était bleu, paisible, comme le jour où Ricardo avait promis d'emmener toute la famille voir des pumas, le jour où il était encore en vie, le jour où tout était parfait. Elle ne pouvait pas revenir à ce jour, mais aujourd'hui, elle avait bien fait, personne n'était oublié, personne ne devait disparaître discrètement dans des archives poussiéreuses. L'école primaire Pino Alto était située dans un quartier calme de Mexico, entouré d'érables qui changeaient lentement de couleur au fil des saisons. Les grilles en fer peint en bleu, les balançoires en forme de pneus et les salles de classe de plain-pied aux larges fenêtres laissant entrer le soleil, tout dégageait une atmosphère paisible et rassurante. Elena n'aurait jamais pensé revenir ici. La dernière fois qu'elle avait tenu la main de Sofia et franchi cette porte, elle n'avait que 10 ans, ses cheveux étaient tressés en deux et ses chaussures fraîchement achetées sentaient encore le cuir neuf. Elle ignorait ce jour-là que, quelques semaines plus tard, son monde allait exploser. 2 ans s'étaient écoulés, et cette petite fille, bien qu'encore petite, avait traversé une obscurité qu'aucun enfant ne devrait avoir à endurer. Sofia était retournée à l'école, ce n'était pas facile, séance de thérapie, cauchemar, grimace dès qu'on la touchait de manière inattendue. Mais elle était résiliente. Et Elena, telle une jardinière prenant soin en silence d'un jeune plant maltraité, était là jour après jour, juste pour faire croire à sa fille qu'elle méritait d'être aimée et qu'elle n'était pas la fille kidnappée, mais une survivante. Aujourd'hui, c'était la présentation des « Inspirations », une activité annuelle pour les élèves de CM2. Elena a reçu une invitation de l'enseignante de Sofia la semaine dernière. Dans sa lettre, l'enseignante expliquait que Sofia avait préparé cette séance depuis longtemps, mais qu'elle souhaitait simplement que tu t'asseyes au dernier rang. Tu n'as rien à dire, regarde simplement. Elena n'avait pas fermé l'œil de la nuit précédente, d'excitation et, surtout, de peur de pleurer. Arrivée en avance, elle choisit la bonne place au fond de la classe. Sur la petite estrade devant le tableau, les élèves s'approchèrent un à un, certains parlèrent de footballeurs, d'autres racontèrent des histoires de grands-pères anciens soldats, d'autres encore parlèrent simplement du chat qui les avait aidés à traverser la quarantaine. Puis ce fut le tour de Sofia. Elle s'avança, les cheveux soigneusement attachés, vêtue d'une simple robe grise. Elle tenait une petite photo pas une photo de sa mère, ni une photo d'elle-même mais un morceau de papier réimprimé, la carte dessinée à la main par Ricardo, le sentier qui menait à la région frontalière. À côté, un stylo rouge entourait le mot danger. Sofia leva les yeux. On m'a demandé quelle était la personne la plus inspirante. J'ai beaucoup réfléchi, car j'ai rencontré tellement de gens formidables, Madame Daniela, Monsieur Raoul et le médecin qui m'a aidé à retrouver un sommeil réparateur. Il marqua une pause, scrutant la classe du regard, puis s'arrêta. Mais la personne qui m'a donné envie de continuer à vivre, c'est ma mère. Elena se mordit la lèvre, sa main appuya fortement sur son genou. Maman n'est pas une super-héroïne, elle ne sait pas se battre, elle n'a pas de cape ni de voiture volante. Toute la classe rit légèrement, mais Sofia ne sourit pas, elle continua lentement.
ma mère n'a qu'une chose, elle n'abandonne jamais. Même si personne ne la croit, même si les gens disent que je suis mort, même s'il fait froid, même s'il fait sombre. Même si maman n'a qu'un indice, aussi mince qu'un cheveu, elle continue à chercher sa voie. Il s'est noyé. Avant, je pensais que je ne méritais pas de rentrer chez moi. Je croyais qu'on m'avait oublié. Les yeux d'Elena s'assombrirent, elle ne put plus tenir. Des larmes coulèrent silencieusement sur ses mains. Mais ensuite, j'ai entendu des pas. J'ai vu ma mère pour de vrai, pas dans un rêve, pas dans un souvenir. Maman m'a trouvé quand tout le monde avait abandonné. Sofia a placé le morceau de papier sur le podium et s'est inclinée. J'aimerais que d'autres amis aient quelqu'un comme ça aussi. Personne n'a applaudi immédiatement, car tout le monde, y compris le professeur, essuyait ses larmes. Après la séance, tandis que la salle se vidait peu à peu, Elena resta assise en silence. Elle essuya ses lunettes et prit une grande inspiration. Sofia courut vers elle sans rien dire, se blottissant simplement dans les bras de sa mère, comme elle le faisait souvent. « Ça va ?» demanda doucement Elena. « Oui. »« Tu pleures ?» Elena sourit un peu, mais pas parce qu'elle était triste. « Pourquoi donc ?» Elena serra fort sa fille dans ses bras. « Parce que je sais que ton cœur a appris à pardonner. » Sofia posa sa tête sur l'épaule de sa mère et dit doucement. « Le pardon n'est pas dû au fait que les gens le méritent, n'est-ce pas, maman ?» « Non, mon amour, » répondit Elena d'une voix grave. « Le pardon, c'est parce qu'on a besoin d'avancer sans porter de pierre dans le cœur. » En partant, Sofia marchait aux côtés de sa mère, main dans la main, sans avoir besoin de la serrer trop fort. Ce jour-là, le ciel était redevenu bleu, non pas celui d'une recherche désespérée, mais celui d'un commencement. Vous êtes probablement resté silencieux face à la douleur, non pas parce qu'il n'y avait plus rien à dire, mais parce que votre cœur n'était pas prêt à l'entendre à nouveau. Si vous avez lu jusqu'ici, peut-être portez-vous aussi en vous un vide dû à un non-dit, un non trouvé ou un non pardonné. L'histoire d'Elena et Sofia n'est pas seulement un voyage pour retrouver un enfant, mais aussi un voyage pour retrouver la voix de ceux qui ont été contraints au silence. Nous revisitons cette histoire à partir de cas réels rapportés au fil des ans. Les noms, les détails et les lieux ont été modifiés afin de protéger les identités. Bien que présentés de manière humaine et accessible, notre objectif n'est pas seulement de raconter une histoire, mais d'offrir un moment de réflexion, d'empathie et de rappel des leçons apprises au milieu d'une vie pleine de changements. Si cette histoire vous a touché, partagez-la sur WhatsApp avec un ami de confiance. Peut-être a-t-il été blessé, cherche-t-il quelque chose de flou, ou a-t-il simplement besoin qu'on lui rappelle qu'il existe encore des voix sincères dans ce monde, il a juste besoin d'être écouté. On ne peut pas changer le passé, mais on peut le raconter pour que les bonnes choses ne soient pas oubliées.